Donc on a voulu commencer cette présentation par le slogan qu'on a mis en avant dans les mobilisations pour la Palestine, Netanyahou assassin, Trump et Macron complices. Pourquoi ? Parce que l'objet de cette présentation, c'est le développement de cette idée que les guerres d'Israël en Palestine et dans le reste du Moyen-Orient sont avant tout des guerres menées au service des puissances impérialistes, donc en particulier l'impérialisme dominant américain, mais aussi l'impérialisme français, qui est donc notre principal ennemi à nous en France. Alors depuis 2 ans, on assiste à un ballet diplomatique aux apparences parfois contradictoires. Est-ce que je peux lancer le... Non, pas de problème. Les puissances impérialistes soufflent souvent le chaud et le froid sur le gouvernement israélien. Alors un coup, ça va être pour entonner en chœur le droit d'Israël à se défendre. Un coup, pour l'appeler à la retenue quand la réalité de la guerre à Gaza contraste trop avec le cadre de justification qu'Israël et les puissances occidentales donnent officiellement à la guerre. Certains, comme Macron, vont même jusqu'à un peu hausser le ton devant Netanyahou en menaçant de reconnaître la Palestine, ce qui, dans le contexte où la Palestine ne ressemble plus à rien, ni en Cisjordanie, ni à Gaza, revient quand même plutôt pour Macron à s'acheter un alibi sur une scène de crime. Cette réalité de la guerre à Gaza, donc, a été officiellement lancée et menée contre le Hamas, c'est celle de la destruction complète d'un territoire, de l'ensemble de ses infrastructures civiles et surtout du massacre d'une population entière. Il y a quelques jours, des médias israéliens et The Guardian ont révélé que 83% des victimes de la guerre à Gaza sont des civils. Alors évidemment, on s'en doutait, mais on sait maintenant qu'Israël et ses alliés occidentaux ne peuvent plus faire mine de l'ignorer, puisque ces chiffres sont basés sur des données internes des services de renseignement israéliens. Alors qu'est-ce qui cimente cette complicité entre Israël et les puissances impérialistes, dont aujourd'hui toutes les opinions publiques, on l'a vu ces 2 dernières années, de Sydney à New York en passant par Paris, dénoncent à la fois l'inaction et le silence complice devant un génocide qui a lieu en direct de toutes les télés du monde entier. Pour l'État d'Israël, il s'agit d'abord, en premier lieu, d'achever le vieux but du grand Israël qui irait de la mer au Jourdain. Alors ça passe avant tout premièrement, mais pas avant tout, premièrement par vider Gaza de sa population pour réoccuper l'enclave palestinienne qui avait donc été abandonnée par Sharon au milieu des années 2000, et c'est ce qui a été annoncé cet été par l'administration de Netanyahou. Dans ce cadre-là, la famine qui est orchestrée par l'armée israélienne depuis le blocus total ou partiel qui a été mis en place en mars est une arme de guerre. La structure soi-disant humanitaire qui a été créée par Israël et par les États-Unis à Gaza, qui est la seule donc autorisée à intervenir à Gaza, contrôle à la fois l'eau et la nourriture, mais tout ça au service d'un plan de regroupement des Palestiniens dans des camps pour préparer leur expulsion de la bande de Gaza, voire pour les tuer directement. Donc c'est ce à quoi on a assisté ces derniers mois, c'est-à-dire des tirs de snipers sur des populations qui viennent rechercher de l'aide alimentaire, soit directement par l'armée israélienne, soit indirectement via des groupes criminels palestiniens. Donc vous avez pu entendre parler de celui de Yasser Abou Shabab, qu'Israël a reconnu armé et qui fait donc le sale boulot d'Israël à sa place. Ce plan macabre n'est rien d'autre que la phase préparatoire des promesses faites par Trump. Vous vous en rappelez, aux promoteurs immobiliers américains. Il faut rappeler que les promoteurs immobiliers américains sont bien placés aujourd'hui dans la diplomatie américaine, puisque dans le premier mandat de Trump, Jared Kushner était un promoteur immobilier. Aujourd'hui, dans le deuxième mandat, c'est Steve Witkoff qui est un promoteur immobilier. Et donc, la promesse faite par Trump à ses promoteurs immobiliers de pouvoir récupérer un marché immobilier à travers une station de balnéaire assez loufoque sur la bande de Gaza. Cet objectif du Grand Israël, il passe aussi, en plus de vider la population de Gaza, par l'accélération de la colonisation de la Cisjordanie. Smotrich, qui est le ministre des Finances israélien, avait annoncé dès mai 2023, donc avant la guerre à Gaza, son intention de doubler le nombre de colons en Cisjordanie et à Jérusalem-Est pour atteindre 1 million de colons en tout. La guerre à Gaza a fourni au gouvernement israélien le paravent très utile pour accélérer ce mouvement de colonisation de la Cisjordanie. Les nouvelles colonies en Cisjordanie, elles sont à la fois inédites par leur nombre, mais aussi en fait par leur emplacement, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une jonction possible entre Jérusalem et un gros bloc de colonies qui va venir définitivement couper la Cisjordanie en deux. Dans ce cadre, donc de la Cisjordanie, on assiste depuis 2 ans à des déplacements massifs de population, et le nombre de morts et d'attaques contre les Palestiniens de Cisjordanie a jamais été aussi élevé que sur les 20 dernières années.
Mais si pour Israël, il y a donc cet objectif de servir ses propres intérêts à ses frontières, il ne s'agit pas que de cela dans toutes ces guerres qui sont menées depuis 2 ans au Moyen-Orient. Et c'est donc sur ce deuxième objectif que se cimente la complicité entre Israël et les puissances impérialistes. Il s'agit de changer la face du Moyen-Orient, et ça c'est ce qu'a dit Netanyahou au moment où il a bombardé l'Iran. Son objectif était bien de changer la face du Moyen-Orient. C'est aussi le but qu'a trahi assez maladroitement le chancelier allemand en disant que dans cette guerre lancée contre l'Iran, Israël faisait le sale boulot pour eux tous. Alors pour réaffirmer l'ordre au Moyen-Orient, Israël agite depuis des décennies le spectre d'une menace existentielle contre Israël. Et c'est tout autant un argument ou une habitude de l'ensemble des puissances impérialistes pour justifier leur guerre tous azimuts dans la région. C'était déjà le cas, vous vous en rappelez, pour la guerre d'Afghanistan lancée après les attentats du 11 septembre, contre un prétendu axe du mal. Alors à l'époque, les racines de cet axe du mal, c'était ni le Liban, ni l'Iran, mais l'Afghanistan. Et c'était aussi le cas quelques années plus tard, 2 ans plus tard, en Irak, quand les Américains ont envahi le pays pour soi-disant détruire des armes de destruction massive qui auraient été utilisées contre l'Occident et qui n'ont jamais été trouvées par personne. Et c'est encore aujourd'hui le même argument que mobilise Macron quand il resserre en juin que nous ne pouvons pas vivre dans un monde où l'Iran posséderait la bombe atomique parce que c'est une menace existentielle et une menace pour notre sécurité à tous. Pour assurer le rôle de gendarme des puissances impérialistes dans la région, Israël a développé une armée surpuissante. Donc en 2025, après avoir été alimenté pendant 2 ans d'armement occidental pour soutenir ces 2 années de guerre au Moyen-Orient, l'armée israélienne devient la 15e puissance militaire mondiale et la 2e au Moyen-Orient. En plus d'être une des premières puissances militaires de la région, Israël bénéficie d'une garantie américaine de 60 000 soldats répartis dans une vingtaine d'installations militaires américaines dans la région. On se rappelle aussi que depuis le début du cycle guerrier de 2023, les États-Unis ont fait venir dans la région les 3 principaux porte-avions américains pour dissuader quiconque de s'opposer à cet ordre impérialisme au Moyen-Orient. Alors Israël est sans doute le premier acteur au service des puissances occidentales dans la région, mais c'est aussi ce qu'on veut dire aujourd'hui dans ce topo, c'est qu'il est loin d'être le seul. Les dictatures de la région qui sont alliées des Occidentaux sont évidemment aussi des points d'appui pour cet impérialisme occidental, mais aussi en creusant leurs adversaires déclarés comme l'Iran ou le Hezbollah. Malgré l'hostilité qu'ils peuvent afficher vis-à-vis des intérêts américains et occidentaux, ils ont su et ils continuent encore de trouver des terrains d'entente avec l'impérialisme occidental. Donc même si l'objectif aujourd'hui, parce qu'on est au RER, c'est pas non plus de faire un topo historique, on est quand même un tout petit peu obligé de revenir sur la manière dont Israël s'est imposé comme le principal vecteur de cette domination impérialiste au Moyen-Orient. Donc la domination des Occidentaux sur le Moyen-Orient, c'est un enjeu depuis assez longtemps, depuis à peu près le début du siècle dernier. Sans revenir sur toute l'histoire du XXe siècle, on peut juste rappeler que la région a été dépecée au début du siècle par les puissances occidentales, donc à l'époque Grande-Bretagne et France, dans leur course au pétrole, et qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas tellement pour d'autres raisons que les puissances impérialistes convoitent cette région-là. C'est encore pour ses ressources en hydrocarbures et aussi sa position stratégique, c'était déjà le cas à l'époque, sur le tracé des routes commerciales indispensables au commerce mondial. Dans ce contexte, c'est le mouvement sioniste puis l'État d'Israël qui vont structurellement être le vecteur de cette domination impérialiste dans la région, sans pour autant, et vous avez différents épisodes, j'imagine, en tête, que les puissances impérialistes, dans leur rivalité entre elles, et puis dans leur rivalité aussi avec les pouvoirs locaux qu'elles peuvent rencontrer sur leur route, ne s'interdisent pas des alliances tactiques avec les uns et les autres. Mais c'est vraiment le sionisme qui va constituer ce vecteur principal et durable de l'impérialisme au Moyen-Orient. Alors comment est-ce que cet attelage entre Israël et les puissances impérialistes s'est construit d'abord idéologiquement ? Le sionisme, à sa fondation, donc à la fin du XIXe siècle, il s'est avant tout présenté comme un colonialisme comme les autres, à une époque où personne ne dénonçait le colonialisme et qu'il était promu par toutes les puissances occidentales. Il a proposé donc à ces puissances occidentales de n'être finalement que le relais du colonialisme européen au Moyen-Orient. Donc c'est ce que disait Théodore Herzl, le fondateur du sionisme, quand il présentait devant les Européens, devant les opinions publiques européennes, le futur État des Juifs comme l'avant-poste de la civilisation contre la barbarie.
Les discours de la classe dirigeante israélienne aujourd'hui sont en réalité assez proches de cette idée-là, puisque Netanyahou, en 2024 sur TF1, a quand même dit pour présenter et défendre sa guerre à Gaza que notre victoire, c'est votre victoire, donc en s'adressant à un auditoire français. Notre victoire, c'est votre victoire, c'est la victoire de la civilisation judéo-chrétienne contre la barbarie, c'est la victoire de la France. Après la Seconde Guerre mondiale, comme le colonialisme est un peu passé de mode dans les instances internationales, alors il est évidemment d'abord contesté dans les pays colonisés eux-mêmes, et il est aussi dénoncé un peu tactiquement par les États-Unis comme un levier pour remiser les puissances impérialistes britanniques et françaises et prendre leur place aussi dans les États décolonisés. Donc après la Seconde Guerre mondiale, l'argument ne va plus être celui de la colonisation, qui était largement accepté avant, mais un autre argument qui va permettre de poursuivre l'entreprise coloniale sioniste et à travers elle donc la mainmise de l'impérialisme sur la région. Et cet argument, ça va être celui de la réparation du génocide. C'est un argument qui trouve toujours son écho aujourd'hui dans les positions notamment allemandes et françaises. On l'a entendu quand même depuis le début de la guerre à Gaza, ça revient. Pas forcément aussi explicitement, mais ça revient quand même comme argument. Donc on peut rappeler qu'à l'époque, l'argument ressemblait déjà plutôt à un prétexte pour se débarrasser du problème juif en Europe centrale et orientale, puisque beaucoup de juifs d'Europe ne se voyaient légitimement plus vivre en Europe après le génocide et qu'il fallait pouvoir les déplacer ailleurs. Mais pourquoi est-ce que je dis que c'était un prétexte ? C'est que, en réalité, vous devez vous rappeler aussi de l'épisode de 1947 de ce bateau, l'Exodus, qui était chargé de juifs à son bord et qui permettait à des juifs d'Europe de rejoindre la Palestine. C'est l'Angleterre qui a quand même arraisonné ce bateau dans la Méditerranée, l'a redirigé vers Chypre pour finalement rediriger tous les juifs qui souhaitaient rejoindre la Palestine vers la zone sous influence britannique de l'Allemagne. Alors maintenant, comment est-ce que cet attelage entre Israël et les puissances impérialistes s'est mis en place en pratique ? La Grande-Bretagne, qui était donc la première puissance avec la France, mais quand même devant la France dans la région à l'issue de la Première Guerre mondiale, a soutenu la mise en place de l'ensemble des structures du sionisme. La première d'entre elles, ça a été le foyer national juif, donc la structure de peuplement. Ensuite, la structure administrative et économique du foyer juif, c'était la Histadrut. Ensuite, la structure militaire avec la Haganah, et puis finalement le parachèvement de tout ce projet sionisme dans l'État d'Israël. Toutes ces structures, elles ont procédé exactement de la même logique d'expulsion des Palestiniens quand ils n'ont pas été directement massacrés. Je vous rappelez peut-être de l'épisode de 1936-1939, la grande révolte arabe, pendant laquelle les troupes sionistes de la Haganah vont prêter main forte aux troupes britanniques pour écraser la révolte arabe. C'est aussi le cas, cette fois-ci, après la création d'Israël en 1948, il y a eu un massacre assez important de Palestiniens dans le village de Der Yassin, auquel ont participé à la fois la Haganah, donc l'armée sioniste, et des miliciens d'extrême droite sionistes de l'Irgun. Le rôle d'Israël dans le maintien de l'ordre impérialiste dans la région est passé à l'échelle quand les gouvernements arabes fantoches qui avaient été mis en place par les anciennes puissances coloniales, donc en Égypte, en Syrie, en Irak et en Jordanie, donc c'était des monarchies à leur indépendance, quand donc ces gouvernements arabes fantoches sont contestés, et pour la plupart, donc hormis la Jordanie qui aujourd'hui bénéficie d'une certaine continuité politique depuis cette époque-là, tous vont être contestés et renversés par des mouvements nationalistes arabes qui vont prendre comme étendard l'anti-impérialisme et la cause palestinienne. C'est dans ce cadre que les dirigeants israéliens, donc à l'époque, c'était pas encore l'extrême droite, c'était des travaillistes, vont le choix de devenir les gendarmes de l'impérialisme dans la région, c'est-à-dire au-delà même des frontières d'Israël et de la Palestine, pour en retour obtenir l'appui des puissances impérialistes contre les voisins arabes. En 1956, donc c'est le principal épisode, et surtout l'épisode qui a positionner Israël comme ce bras armé utile pour l'impérialisme au Moyen-Orient, c'est 1956, quand Nasser nationalise le canal de Suez. Il s'en prend donc aux intérêts français et britanniques, et c'est immédiatement une réponse française, britannique et israélienne qui se met en place pour attaquer le régime de Nasser. Alors ils n'ont pas peur des allégories, parce que l'opération est appelée à l'époque l'opération Mousquetaire, donc les 3 mousquetaires français, britanniques et israéliens, flanqués d'un 4e mousquetaire, donc les États-Unis qui étaient un petit peu à part, qui officiellement s'opposaient à cette opération, mais en réalité c'était pour mieux sortir les marrons du feu et installer la domination impérialiste américaine à la place des dominations françaises et britanniques.
À partir de cet épisode qui vient démontrer le rôle de bras armé qu'Israël peut jouer contre les régimes nationalistes arabes dans la région, le tandem États-Unis et Israël va prendre le dessus sur cet ancien attelage que formait Israël avec les puissances impérialistes européennes pour assurer l'ordre au Moyen-Orient. Bien entendu, ça ne va pas aller avec une éjection complète des autres puissances impérialistes, mais plutôt avec leur relégation dans la roue de l'impérialisme américain qui devient dominant à cette époque-là. Donc les États-Unis vont soutenir Israël dans ses principales guerres aux dépens de ses voisins, la guerre de 6 jours en 67, la guerre du Kippour en 73, et c'est surtout à partir de la décennie 70 que les Américains vont s'impliquer très directement au Moyen-Orient, notamment avec la création d'un commandement militaire pour la zone sous Jimmy Carter. À partir des années 70 et des défaites arabes contre Israël, les États arabes vont abandonner de plus en plus ouvertement la cause palestinienne et la lutte contre l'impérialisme. C'est d'ailleurs l'époque où ils vont mettre en place des politiques beaucoup plus libérales en remplacement donc, des politiques socialisantes et redistributives sur lesquelles ils avaient pu conquérir, au moment où ils renversaient les anciennes monarchies, ils avaient pu conquérir quand même les opinions publiques arabes. Ce virage libéral et aussi l'abandon de la cause palestinienne va faire qu'eux-mêmes vont se trouver à leur tour contestés par leur peuple. Ces peuples-là, à cette époque-là, donc dans les années 70, vont plutôt être emmenés majoritairement par des organisations de gauche. On parlait à l'époque de la gauche palestino-progressiste sur laquelle on reviendra quand on parlera plus précisément du Liban. Et ensuite, à partir des années 80, ils vont être majoritairement, malheureusement pour tous, plutôt galvanisés par des mouvements islamistes dans le siège de la révolution iranienne de 1979. Et c'est donc à la fois ces peuples et les organisations qui les représentent, qu'elles soient nationalistes, communistes, socialistes ou islamistes, qui vont logiquement devenir la cible d'Israël et des États-Unis dans la région. Et vont, dans ce cadre, à la fois donc, faire l'objet des coups de butoir d'Israël et des États-Unis, mais aussi en réalité des régimes auxquels elles font face dans leur pays. Donc c'est dans cette deuxième partie maintenant sur les dictatures de la région qui s'offrent comme nouveau point d'appui aux impérialismes qu'on va passer. Donc pour permettre à Israël d'assumer ce rôle de principal gendarme de l'ordre impérialiste au Moyen-Orient, les puissances impérialistes en ont fait, on l'a vu en introduction, une des premières puissances militaires de la région, la deuxième derrière la Turquie et devant l'Iran. Dans ce palmarès des pays les plus armés de la région, les alliés ou les anciens alliés des puissances occidentales occupent naturellement les premières places. Donc Israël a eu le droit, dès les années 60, de se doter de la bombe atomique sans jamais avoir à adhérer au traité de non-prolifération. Et son armement est, depuis sa création, sous perfusion des États-Unis, qui le finance à hauteur de 4 milliards de dollars annuels. Et ça, c'est hors contexte de guerre, c'est-à-dire c'est dans des années normales. En contexte de guerre, évidemment, ce financement augmente. Et il est en plus boosté au plan technologique par les fabricants d'armes occidentaux. Comme Israël, la Turquie, qui est donc la première puissance militaire de la région, a offert à l'impérialisme un point d'appui depuis plus d'un demi-siècle. C'est sa situation géographique entre l'Europe et l'Asie qui lui a conféré durant la guerre froide le rôle de poste avancé dans la politique d'encerclement de l'Union soviétique. Après quoi, la Turquie a intégré toutes les instances de l'impérialisme occidental. Donc, dès 1947, elle bénéficie du plan Marshall. Elle intègre ensuite le Conseil de l'Europe en 1949, l'OTAN, la Banque mondiale, le FMI, l'OCDE. Et elle a surtout, dans les années 60 et 70, conduit des politiques ultra répressives contre le mouvement ouvrier, en partie adossées à des structures syndicales qui ont été montées de toutes pièces par les États-Unis. Donc, on pense à une structure syndicale, une confédération syndicale qui existe toujours en Turquie, qui s'appelle la Turkish. L'Iran n'est pas en reste dans ce palmarès. Après Israël, mais devant les autres pays de la région en termes de puissance militaire, avant la révolution de 1979, la monarchie iranienne a été pendant très longtemps un point d'appui, d'abord pour les Britanniques et ensuite pour les États-Unis dans le cadre de la guerre froide. La monarchie des Pahlavis, qui est donc le régime qui a précédé la révolution de 1979, a investi une bonne partie des pétrodollars, donc le pétrole est découvert en Iran au début du XXe siècle. Une grosse partie de ces pétrodollars est investie dans le renforcement de l'armée iranienne. C'est aussi, un peu comme en Turquie, une politique ultra-répressive du mouvement ouvrier, en partie stalinien, en partie, bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais qui se met en place en Iran en Iran à travers une structure, une police politique qui est mise en place directement aussi par la CIA, qui s'appelle la SAVAK.
et qui s'en prend donc à l'ensemble des oppositions, à la fois les islamistes, les nationalistes qui, un peu comme en Égypte, ont contesté le monopole des Britanniques cette fois-ci sur le pétrole, pas sur le canal de Suez comme Nasser, mais sur le pétrole, et se sont donc retrouvés sous la férule de la police politique iranienne. J'ai l'impression qu'on est un peu long, mais... La SAVAK, c'est la police politique iranienne qui a été mise en place par les Américains pour lutter contre toutes les oppositions nationalistes, islamistes, sous la monarchie du Shah, donc dans les années 60. Alors en réalité, même après la prise du pouvoir par les religieux en 79, dont les premiers faits et gestes vont pourtant être des faits et gestes assez anti-impérialistes et assez adressés aux États-Unis, puisqu'on se rappelle de la prise d'otages des diplomates américains qui va quand même durer 1 an à Téhéran. Donc même après la prise du pouvoir par les religieux, les États-Unis vont continuer à financer de l'armement à l'Iran, notamment pour l'alimenter dans la guerre contre l'Irak, donc qui a lieu dans la décennie 80. Les États-Unis, malgré l'embargo américain sur les armes, vont continuer à vendre des armes à l'Iran, et jusqu'à ce que Reagan en soit plus ou moins empêché par l'éclatement de l'Iran Gate. Dans les années 80, ouais. Donc on voit à travers ces différents exemples que si Israël est un gendarme armé jusqu'aux dents pour protéger l'ordre impérialiste dans la région, il est loin d'être le seul. D'autres États alliés des Occidentaux l'ont été et continuent de l'être, mais aussi des régimes en apparence hostiles aux intérêts occidentaux. Donc l'ordre impérialiste est aussi la garantie en réalité pour eux de récupérer une petite part du butin et de pouvoir continuer à exploiter leur propre peuple. Ainsi, dès la création d'Israël, les États arabes, donc, qui étaient censés être quand même très, on l'a vu, très anti-impérialistes et très solidaires de la cause palestinienne, vont assez vite en fait s'accommoder de leur défaite contre Israël et se partager la Palestine. Donc l'Égypte récupère Gaza, la Jordanie récupère la Cisjordanie. Et l'exil des Palestiniens qui se met en place immédiatement après ces défaites arabes, donc on a appelé la Nakba, la catastrophe en 1948, va déplacer la question du maintien de l'ordre dans les camps de réfugiés palestiniens de ces pays voisins d'Israël. Dès lors, en contradiction donc avec leur discours officiel de dénonciation d'Israël, le Liban, la Jordanie et la Syrie, qui sont les principaux pays qui accueillent des réfugiés palestiniens sur leur sol, vont jeter le bébé de la résistance palestinienne avec l'eau du bain des contestations sociales de leur régime. On se rappelle donc des massacres de septembre 1970, les massacres de Septembre Noir en Jordanie, où l'armée jordanienne réprime les organisations de la résistance palestinienne qui appellent les masses jordaniennes à renverser la monarchie et qui dénoncent aussi la ligne conciliatrice qui est recherchée par la monarchie jordanienne avec Israël. Au cours de cet épisode, le régime syrien est appelé par les organisations de la résistance palestinienne au secours. Parce que dans ses discours officiels, quand même, le régime syrien est très proche de la cause palestinienne. En revanche, dans la pratique, quand les Palestiniens l'appellent à leur secours, Hafez al-Assad, qui est alors pas encore le président de la République syrienne, mais le ministre de la Défense, refuse d'envoyer ses troupes pour soutenir les Palestiniens, parce qu'il est en train de préparer son coup d'État qu'il réalisera 1 mois plus tard, après Septembre Noir. De la non-assistance à Palestiniens en danger, le régime syrien va quelques années plus tard, donc à la fin de la décennie 70, passer à l'intervention directe contre les Palestiniens en intervenant aux côtés des milices chrétiennes libanaises dans le cadre de la guerre civile. On ne va pas rentrer dans le détail ici parce qu'on a une partie entière dédiée au Liban. Donc sur ces dynamiques conjointes d'étouffement des contestations sociales et d'effacement de la cause palestinienne, qui était en réalité et qui continue un peu à l'être, on le verra, qui était l'élément galvanisant de ces contestations sociales dans la région, les États-Unis vont s'employer à réconcilier les anciens adversaires et en chaperonnant donc la signature d'accords de réconciliation, d'accords de paix avec Israël et les associer tous au maintien de l'ordre impérialiste contre les peuples de la région. Donc les premiers à se mettre à table dans la décennie 70 et ensuite dans la décennie 90, c'est l'Égypte, donc avec les accords de Camp David, la Jordanie avec les accords de Wadi Araba, et puis l'autorité palestinienne elle-même dans les années 90 avec les accords d'Oslo. C'est sous l'impulsion de Trump, dans son premier mandat, donc il y a pas très longtemps, que le rythme de ces paix ou de ces normalisations avec Israël va reprendre à partir de 2020, puisqu'on a une vague d'États
arabes qui vont signer des paix séparées avec Israël, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc, le Soudan, dans un grand dispositif qu'on appelle aujourd'hui les accords d'Abraham. Si leur nom biblique veut faire croire à une grande réconciliation œcuménique, ces accords scellent avant tout l'entente de tous ces États sur l'abandon officiel de la cause palestinienne, qui de toute façon en réalité était un peu démonétisée même sur le plan national pour eux, puisque ça ne leur servait plus beaucoup de ressort devant des opinions publiques arabes qui étaient désabusées depuis longtemps de leurs dirigeants. La signature de cet accord, elle se fait évidemment contre l'obtention de contreparties géopolitiques et économiques, donc la souveraineté sur le Sahara pour le Maroc, le retrait de la liste des États soutenant le terrorisme pour le Soudan, l'alliance sécuritaire contre l'Iran pour les États du Golfe et pour tous, l'assurance de retombées économiques importantes avec l'accroissement des échanges commerciaux au niveau de toute la région et dans tous les secteurs. Donc depuis 2020, par exemple, ces investissements commerciaux entre Israël et les États de la région sont assez énormes. Ils se chiffrent rien qu'entre les Émirats et Israël à plusieurs millions de dollars. Et c'est évidemment pas la guerre à Gaza depuis 2 ans qui les a fait renoncer à ces avantages. Bien au contraire, le Maroc et les Émirats continuent et amplifient les échanges avec Israël, y compris sur le plan militaire. La guerre à Gaza n'a pas davantage fait revenir l'Égypte sur ses propres ententes avec Israël, qui, on l'a vu, sont un peu plus anciennes, qui datent des années 70. Les Gazaouis étaient déjà interdits de passer en Égypte avant la guerre à Gaza. Ils n'ont pas plus été autorisés par les bombardements israéliens et pas non plus par la famine, alors qu'elle guette plus ou moins tous les Palestiniens de l'enclave à plus ou moins long terme. Au contraire, l'Égypte a même contribué assez activement à l'isolement de la bande de Gaza et donc à la poursuite des bombardements israéliens en bloquant en juin cette marche internationale pour Gaza qui est partie des pays du Maghreb et qui s'était donné rendez-vous au Caire. Les autorités égyptiennes ont quand même, dans cet épisode, à la fois intercepté, bloqué, très souvent passé à tabac, confisqué les passeports de tout un tas de militants qui étaient venus rejoindre la bande de Gaza par la route. Et malgré le contexte, l'Égypte vient encore de conclure en août un accord avec la société israélienne NewMed pour fournir jusqu'en 2040 130 millions de mètres cubes de gaz extraits du site offshore du Léviathan, qui sont ces nouveaux sites découverts en Méditerranée, qui concernent beaucoup de pays du pourtour méditerranéen. Tout ça pour un montant de 35 milliards de dollars. Quant à l'Arabie Saoudite, les États-Unis l'autorisent aujourd'hui à ne pas avoir à rallier publiquement les accords d'Abraham, qu'elle n'avait pas eu le temps de concrétiser avant la guerre à Gaza, mais tout en lui ouvrant quand même les bénéfices du climat favorable aux affaires que ces accords ont généré. La tournée de Trump dans le Golfe en mai 2025 a permis notamment de concrétiser la construction d'un golfe au Qatar, la construction d'une Trump Tower de 80 étages à Dubaï, des investissements massifs des États du Golfe dans le fonds de crypto-monnaie de la famille Trump et le déblocage d'un accord américano-saoudien sur le nucléaire civil. On le comprend, l'ordre impérialiste au Moyen-Orient est désormais largement assuré par toutes les dictatures de la région. Pour autant, celui-ci continue à être en partie entravé par certains acteurs étatiques et non étatiques qui ne se pliaient pas complètement aux injonctions impérialistes dans la région et qu'Israël et les puissances impérialistes vont donc chercher à affaiblir à la faveur donc, du cycle guerrier qui s'est ouvert par la guerre à Gaza en octobre 2023. Allô, ouais. Salut tout le monde. Donc petit passage sur le Liban. Donc le 22 septembre 2024, donc l'année dernière, alors que les bombes continuaient de pleuvoir sur Gaza, Israël s'est mis à bombarder le Liban avant d'y envoyer 8 jours plus tard ses troupes sur le territoire. 2 mois de guerre qui ont fait près de 4000 morts, 15 000 blessés et plus d'1 million de déplacés dans de nombreux villages du sud et de quartiers populaires de Beyrouth qui ont été détruits, ainsi que la mort, évidemment, et c'était ça un des objectifs de l'État israélien, la mort de dizaines de responsables du Hezbollah, dont son secrétaire général Nasrallah, et le chef du Hamas au Liban d'ailleurs. Et le maintien, à l'heure actuelle, toujours, d'une présence de l'armée israélienne sur le territoire libanais, malgré un accord de cessez-le-feu qui était censé, qui précisait que normalement Israël devait quitter cette zone libanaise dont elle avait pris le contrôle.
Pour cette intervention israélienne au Liban, évidemment, c'est pas la première fois qu'Israël s'attaquait au Liban. Même si le Liban n'avait pas participé aux premières guerres qui avaient opposé en 1948 Israël aux pays arabes de la région, ni à la guerre de 67, ni à celle de Kippour, etc. Il y a eu quand même d'autres interventions. Parce que c'est il faut comprendre évidemment, ça a été déjà un peu dit, mais vers le Liban qu'on fuit un très grand nombre, voire le plus grand nombre de réfugiés palestiniens à la création de l'État d'Israël, qu'il y a des centaines de milliers de Palestiniens, pauvres pour la plupart, qui s'étaient amassés dans plus d'une dizaine de camps au Liban, où beaucoup d'ailleurs évidemment de leurs descendants vivent encore aujourd'hui. Des camps où est née une génération de combattants palestiniens, les Fedaïn, qui ont incarné à un moment un nouvel espoir pour les Palestiniens, pour les masses arabes, après la défaite des armées arabes face à Israël. Dans un pays qui est par ailleurs très inégalitaire, où aujourd'hui encore 1% de la population détient 60% des richesses nationales. Donc dans ce pays, un pays très inégalitaire dans lequel la solidarité entre les populations pauvres libanaises et le mouvement palestinien, ça a été un peu dit, mais ont été particulièrement... je me suis perdu, excusez-moi. Particulièrement forte, et où les courants de pensée anti-impérialistes, etc., qui ont traversé le monde dans les années 60 et 70, ont été plutôt particulièrement influents. Dans les années 70, les Palestiniens, les Libanais par exemple, ont participé de front à des luttes sociales, à des grèves, des manifestations sur des questions de conditions de vie, de conditions de travail, contre la misère évidemment, la misère en général et la misère de la guerre. Pour avoir un ordre d'idée, de 72 à 75, c'est quand même pas moins de 4 grèves générales qui ont lieu au Liban. Et évidemment, tout le monde se doute bien que tout ça s'appelait pas forcément beaucoup à la bourgeoisie libanaise qui en 75 avait fait le choix de la répression. Particulièrement violente, avec des milices chrétiennes d'extrême droite qui ont ouvert en réalité, qui sont attaquées, qui ont réprimé ces mobilisations-là et qui ont ouvert en réalité 15 ans de guerre civile au Liban, dans laquelle l'armée israélienne et l'État israélien ont saisi l'occasion de s'engouffrer en 1978 et en envahissant donc le Liban. L'occasion était parfaite puisque c'était l'occasion de se débarrasser en même temps de la révolte sociale libanaise et des combattants palestiniens, puisqu'on peut imaginer quand même, et c'est un petit peu tout le cœur aussi des enjeux dans la région, ce qu'une alliance entre la résistance palestinienne et les masses pauvres au Liban et dans toute la région bien sûr aurait pu donner comme perspective politique. C'est d'ailleurs de toute cette phase-là qu'est né le Hezbollah, auquel Israël s'est attaqué à l'automne dernier, qui est né en 1982, suite à une nouvelle invasion, parce qu'Israël ne s'est pas contenté de venir en 78, ils sont revenus en 82, une nouvelle invasion israélienne jusqu'à Beyrouth pour en déloger à l'époque l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, qui dirige d'ailleurs aujourd'hui l'autorité palestinienne, avec aussi bref, je me suis perdu, c'est pas grave. Les dirigeants de l'OLP qui sont à ce moment-là évacués vers la Tunisie sous l'égide des puissances occidentales, qui laissent les camps de réfugiés palestiniens sans défense. S'ensuit évidemment un massacre entre 3500 à 5000 Palestiniens dans les camps de réfugiés, massacre par les milices d'extrême droite libanaise sous l'égide de l'armée israélienne, et donc tout ça en septembre 82. L'écrasement du mouvement ouvrier de la gauche libanaise dans ces années-là, dans les années de la guerre civile libanaise, et le départ des combattants palestiniens de l'OLP, de sa direction, etc., ont laissé évidemment le champ libre au Hezbollah, qui se présentait à ce moment-là et qui est apparu comme le seul défenseur des Palestiniens et des masses pauvres au Liban, plus exactement par ailleurs celle de la communauté chiite, qui est l'une des plus pauvres du pays. Depuis l'armée israélienne, depuis ce moment-là, 70-82, l'armée israélienne s'est toujours arrogé le droit de contrôler militairement la région sud du Liban, une espèce de zone tampon de 700 km² qu'elle considère comme sa zone de sécurité et qu'elle est en train d'occuper maintenant. Il y a eu une seconde guerre d'Israël au Liban en 2006 qui a fait plus de 1000 morts et 1 million de déplacés, et de son côté le Hezbollah, bien qu'étant un parti religieux particulièrement réactionnaire, il a évidemment pu acquérir un crédit parmi les populations des régions les plus pauvres du Liban, puisqu'il semblait les protéger. Et donc dans tout ça, l'offensive israélienne de septembre 2023
2024, elle avait comme objectif, au-delà de reprendre le contrôle de la fameuse zone de sécurité dont j'ai parlé, c'était de réduire l'influence du Hezbollah, qui est un allié, on en a parlé et on y reviendra, un allié de l'Iran, même si militairement, le Hezbollah, quand même, depuis le début du massacre et de la guerre à Gaza, était quand même assez timoré dans ses attaques de missiles contre Israël. Mais son affaiblissement militaire est derrière lui celui de l'Iran. C'est un atout évidemment pour l'ordre régional du point de vue des impérialistes. Et derrière cet affrontement se cachait également la possibilité d'un changement de régime politique au Liban, avec comme objectif de restreindre la place aussi politique que pouvait avoir le Hezbollah, qui a quand même, bon, même si c'est pas gigantesque, mais qui a quand même 13 députés et 2 ministères dans le gouvernement au Liban. Et le nouveau président, là, qui a été élu en janvier dernier après de très nombreuses tentatives d'élection, il a le mandat explicite, évidemment, des Américains de reprendre le monopole des armes, de désarmer le Hezbollah. Et d'ailleurs, le 17 août, là, il y a pas longtemps, les États-Unis ont reconnu que le gouvernement libanais avait déjà fait un premier pas dans ce sens-là, et que c'était très bien, et que maintenant Israël devait aussi respecter sa part du marché. Voilà pour faire court sur le Liban, et je laisse la parole à Mathis sur la Syrie. Ouais, en fait, évidemment, l'intervention au Liban contre le Hezbollah, donc en septembre 2024, elle va très vite avoir des répercussions au-delà des frontières libanaises, particulièrement en Syrie. En décembre de la même année, donc 2 mois plus tard, le régime du dictateur Bachar al-Assad il s'effondre, laissant la capitale syrienne aux mains des forces islamistes d'Ayat Tahrir al-Sham, l'Organisation de libération du Levant, ou HTS, qui sont soutenues par le régime turc d'Erdogan. Comme on va le voir, la chute de Bachar elle a ouvert un nouveau cycle de prédation israélienne sur la Syrie, en opposition plus ou moins directe avec la Turquie et les monarchies du Golfe. Bon, alors, on pourrait se demander pourquoi des bombardements au Liban ont précipité la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie. Pour le comprendre, il faut revenir sur la place de la Syrie dans les concurrences impérialistes au Moyen-Orient, ainsi que sur les différents acteurs et étapes de la guerre civile syrienne. Donc, on ne va pas refaire toute l'histoire de la guerre civile syrienne, évidemment, mais en mars 2011, il y a le début de la révolution syrienne, dans le sillage des printemps arabes en Tunisie, Égypte, Libye et Yémen. Très rapidement, la dictature elle fait le choix d'une répression extrêmement brutale, et la révolution va se transformer en guerre civile, dans laquelle les différentes puissances régionales et impérialistes vont miser sur différents groupes armés à différents moments ou sur différentes milices. Pour le dire très schématiquement, on peut dire que les monarchies du Golfe et la Turquie se mettent à financer différentes fractions islamistes ou djihadistes sous le regard complice des puissances occidentales, tandis que la Russie et l'Iran viennent en aide à Bachar al-Assad. La Syrie, elle constitue en effet pour ces deux puissances un partenaire commercial et militaire. La Russie profite par exemple de ports militaires avec un accès à la Méditerranée en Syrie, tandis que le territoire syrien il appartient au dispositif de l'axe de la résistance construit par l'Iran dans la région. Donc comme vous pouvez le voir sur cette carte, l'Iran a développé, et encore il n'y a pas tout puisqu'il n'y a pas le Yémen, a développé tout un réseau d'alliances dans le Moyen-Orient, lui permettant d'acheminer des troupes ou du matériel militaire depuis son territoire directement jusqu'au Liban où se trouve le Hezbollah, en passant par l'Irak, dont le gouvernement central au sud est dirigé par des milices chiites pro-iraniennes, et évidemment par la Syrie. Donc, ainsi, dans le cas d'une guerre directe avec Israël, le régime iranien il mettait en avant la possibilité de frapper le territoire israélien depuis son allié libanais, grâce à la continuité territoriale offerte par cet axe de la résistance. Le renversement du clan al-Assad, que ce soit par le biais d'une révolution ou par le biais d'une victoire d'une faction armée proche de la Turquie ou des monarchies du Golfe, qui sont opposées à l'Iran, mettait ainsi en danger les intérêts iraniens dans la région. L'Iran et le Hezbollah ont donc décidé, dès 2011, d'intervenir directement en Syrie pour épauler leur allié, que ce soit en lui versant des centaines de millions de dollars ou en envoyant des dizaines de milliers de soldats et de miliciens se battre directement sur le territoire syrien. Plus la guerre civile va s'approfondir et s'enliser,
plus le régime syrien de Bachar al-Assad va se fragiliser, plus le Hezbollah, l'Iran ou la Russie vont devoir investir pour maintenir en vie leurs alliés jusqu'à ce que ce soit plus possible. En effet, à partir de 2022, vous n'êtes pas sans savoir que la Russie est dans une nouvelle guerre, la guerre en Ukraine, où elle s'enlise. Elle va déplacer la majorité de ses ressources et de son attention sur le front européen. Tandis que les bombardements israéliens sur le Hezbollah au Liban et sur les convois logistiques iraniens en Syrie forcent les troupes du Hezbollah à quitter en masse le territoire syrien en quelques semaines à peine. Le départ de ces troupes met à nu la fragilité du régime syrien, qui n'est plus du tout capable de tenir sur ses propres jambes. En 13 ans de guerre civile, la Syrie allait à feu et à sang, principalement du fait de la politique meurtrière d'Assad, qui a massacré sa population. La dictature, elle survit du commerce de Captagon, donc une drogue qui fait des ravages dans la région, mais aussi des enlèvements et rançons que pratiquent quotidiennement ses troupes. Le clan al-Assad, il a entre autres aussi particulièrement dévalisé les caisses de l'État. Donc même celles et ceux qui, dans la population, comme une partie des populations alaouites, avaient pu cautionner le régime par peur des milices islamistes, vont s'en détourner. Donc il suffit que les troupes d'HTS, qui partent, qui sont au niveau d'Idlib, qui contrôlent Idlib et une partie de sa région, et qui du coup ont une connexion directe avec la Turquie, et qui sont recroquevillés là-bas depuis plusieurs années, lancent une première offensive sur Alep, pour que les troupes de Bachar elles s'enfuient en abandonnant matériel et uniforme. En quelques jours à peine, la dictature s'effondre, ces troupes refusent de se battre et s'enfuient, sous le poids de la corruption du régime. Donc le 8 décembre 2024, les troupes d'HTS, elles entrent à Damas et elles postulent à la direction de l'ensemble de la Syrie, qui vient d'ailleurs d'être purifiée d'après Al-Joulani, son chef, qui va bientôt se renommer en Al-Shara pour faire oublier tout comme il va se mettre à porter un costume plutôt qu'un treillis pour faire oublier son passé de djihadiste, auprès surtout des dirigeants occidentaux. Du côté israélien, Netanyahou il déclare que la chute de Bachar, c'est un jour historique. Et il met à son crédit le fait qu'en portant des coups décisifs au Hezbollah au Liban, il a privé Al-Assad du soutien que lui apportaient en Syrie les troupes chiites depuis 2013. D'ailleurs, ils avaient, comme vous voyez, à partir de septembre, recommencé à bombarder la Syrie. Mais vous allez voir que c'est en fait après la chute de Bachar, ou pendant sa chute, particulièrement le 8 décembre dont je vous ai parlé, que Israël va énormément bombarder la Syrie. Alors pourquoi Bachar al-Assad vient de tomber et vient même de dire que c'est un jour historique? En réalité, c'est presque plus de 300 bombardements qui vont avoir lieu dans les heures qui suivent la chute d'al-Assad pour en fait détruire les infrastructures et une partie de l'armement militaire syrien qui était resté sur place pour éviter que ce soit le nouveau régime HTS qui en prenne possession. Près de 70% des capacités militaires syriennes vont être complètement anéanties par ces frappes, sachant que l'armée syrienne et du coup ses ressources faisaient partie des plus grosses armées de la région. Des renforts de troupes israéliennes sont ensuite envoyés près de la frontière syrienne sur le plateau du Golan, ce territoire syrien occupé puis annexé par Israël à partir de 1967 et dont Netanyahou vient de déclarer qu'il appartient désormais à Israël pour l'éternité. De plus, les troupes israéliennes elles se mettent à occuper le mont Hermon, donc c'est à 40 km seulement de Damas, et constitue une position militaire stratégique qui permet notamment de placer des radars, etc., contrôler l'espace aérien, mais surtout d'être à 40 km pour bombarder la capitale. Le gouvernement israélien, en fait, il profite du chaos pour avancer ses positions, tout en développant un discours politique contre les nouveaux chefs de Damas, qui sont dénoncés comme djihadistes, ce qui est par ailleurs pas totalement faux. Les membres d'HTS, c'est des anciens du Front al-Nosra, qui était une branche d'Al-Qaïda. Bien que ceux-ci, maintenant, ne promettent plus que d'être des islamistes révolutionnaires syriens
Donc voilà, vis-à-vis des Occidentaux, nous n'allons pas refaire comme Daesh ou Al-Qaïda, nous ne poussons pas un califat mondial. Ils sont respectueux de l'ordre. Israël fait tout ça, alors à ce moment-là n'est évidemment pas menacé par le régime HTS, qui a de toute façon pas encore les moyens de contrôler l'ensemble de son territoire, mais il préfère réduire au maximum les capacités militaires de ce nouveau régime, d'autant plus qu'HTS, c'est un allié de longue date de la Turquie, qui fait office d'une certaine manière de rival dans la région pour les ambitions israéliennes. En fait, la Turquie et Israël n'ont pas totalement les mêmes plans pour l'avenir de la Syrie. La Turquie, ainsi que les monarchies du Golfe, elles essayent de cimenter le régime HTS, dont vous voyez, hein, HTS, là, c'est ceux qui sont un petit peu en gris, ils ne contrôlent pas du tout l'ensemble de la Syrie. Donc, ils vont essayer de cimenter le régime, que ce soit par exemple en participant au paiement de ses dettes vis-à-vis du FMI, donc de ses arriérés. Ils vont aussi payer ses fonctionnaires, ils vont entraîner ses troupes, ils vont assurer son approvisionnement énergétique depuis l'Azerbaïdjan, donc ça c'est particulièrement la Turquie, et en parrainant sur la scène internationale le nouveau Ahmed al-Shara, que ce soit par exemple Erdogan ou Mohamed Ben Salman, donc le dirigeant de fait de l'Arabie Saoudite. Ils ont organisé la rencontre entre le nouveau dirigeant syrien et Trump en mai dernier, rencontre à la suite desquelles les États-Unis ont levé les sanctions qui pesaient sur le groupe islamiste et sur la Syrie depuis le début de la guerre civile. La levée des sanctions, ça a évidemment accéléré les gestes similaires que réalisait déjà, d'une certaine manière, le reste des puissances occidentales qui relançaient des relations avec le nouveau régime de Damas. Parallèlement, la Turquie, elle cherche à obtenir la démilitarisation du Rojava, donc l'administration autonome du nord-est syrien, que vous voyez ici en jaune, en ayant d'ailleurs occupé des régions de la Syrie au nord en orange. Ainsi, et ils essaient non seulement d'obtenir sa démilitarisation, mais aussi son incorporation administrative et militaire au sein du régime HTS. Donc là, pour l'instant, les troupes, par exemple, des forces démocratiques syriennes, donc on va dire grossièrement les troupes kurdes, qu'elles soient plus sous le commandement de cette administration autonome, mais directement sous le commandement des islamistes à Damas. Pour eux, pour la Turquie, il s'agit de réduire à néant cette autonomie administrative conquise par les forces nationalistes kurdes du PYD, donc qui est lié au Parti des travailleurs de Turquie, le Parti des travailleurs je me trompe, mais le PKK, quoi. Je ne me retrouve plus le nom exact. Ils souhaitent que l'entièreté de la Syrie soit sous le contrôle d'HTS, alors qu'aujourd'hui, il n'y a que 70% du territoire syrien qui l'est. Bon, après, ce qui est en blanc, hein, c'est le désert, donc il n'y a pas forcément beaucoup de population. Mais par contre, là, les 60%, c'est quand même une très très grosse partie de la population syrienne. Je crois que c'est près de 80% de la population. Donc ça signifie briser les milices kurdes ou druzes qui sont capables aujourd'hui de se défendre face à HTS. Par exemple, grossièrement, les troupes kurdes donnent comme chiffre à peu près d'avoir 100 000 soldats, ce qui apparaît supérieur aux 40 000 dont dispose directement HTS. Même si, bon, après, il y a plein d'autres fractions qui suivent ou pas le régime, parfois agissent de manière autonome. Mais voilà, là, la question n'est pas seulement c'est pas possible pour l'instant pour le régime HTS de simplement dire on va envahir, sauf évidemment si la Turquie participe. Alors, Israël mène une politique qui est, on pourrait dire, diamétralement opposée à celle de la Turquie pour défendre ses intérêts. Loin de chercher à cimenter le régime, ils ont quand même bombardé assez fortement en décembre, mais ils ont repris là en juillet dernier, alors que justement HTS envoyait ses troupes au sud de la Syrie pour écraser les forces druzes. Donc ça, c'était aux alentours du 14-15 juillet. À ce moment-là, l'armée israélienne, elle a bombardé, donc vous pouvez voir rapidement sur la carte, différentes positions militaires d'HTS, donc
ses soldats et surtout son matériel dit lourd, donc tanks, grosse artillerie, etc., avant de frapper des lieux symboliques directement à Damas, à savoir à côté du palais présidentiel, le ministère de la Défense et une place assez importante de la capitale, afin d'obtenir le retrait des troupes islamistes et la démilitarisation du sud syrien, donc qui est proche d'Israël, pour y mettre en avant une sécurité, alors qu'évidemment c'est Israël qui a commencé à envahir le territoire syrien. Israël n'a évidemment pas mené cette offensive militaire pour sauver ses frères druzes, comme ils peuvent l'avoir mis en avant. Tout comme la Turquie et les monarchies du Golfe ne souhaitent renforcer le régime syrien que pour dominer et piller la population. Le gâteau de la reconstruction du pays, qui a été détruit, est estimé à peu près à 300 milliards de dollars. L'Israël, si l'État israélien fait ça, c'est bien pour maintenir un avantage stratégique sur le nouveau régime. Israël peut ainsi bombarder la capitale, mais les forces syriennes n'en ont pas les moyens. De plus, le gouvernement israélien il soutient publiquement, et sans doute en coulisses, les revendications autonomistes kurdes et druzes, en cherchant notamment à convaincre les États-Unis de maintenir leur présence militaire au Rojava, pour éviter un affaiblissement des positions des forces démocratiques syriennes, donc les forces militaires liées aux Kurdes. Le territoire syrien, il attise les tensions entre la Turquie et Israël, l'un et l'autre multipliant non seulement des déclarations l'un contre l'autre, mais aussi des gestes un peu moins déclaratifs. Par exemple, Israël s'est payé le luxe de bombarder différentes bases militaires syriennes dans lesquelles la Turquie envisageait de s'installer dans le cadre d'un partenariat militaire avec la Syrie. Donc après avoir bombardé la Palestine, le Liban, la Syrie, l'Iran, est-ce que maintenant il faut s'attendre à ce qu'Israël bombarde aussi la Turquie ? Non, il n'en est pas question. D'une part, parce que évidemment les discours anti-israéliens ou anti-turcs qui sont agités, que ce soit par le gouvernement israélien ou le gouvernement syrien, ils visent principalement à faire accepter des mesures militaristes et anti-ouvrières à leur propre population, en prétextant la nécessité de se défendre face aux ambitions impérialistes du voisin. La Turquie, par exemple, annonce des centaines de milliards de livres turcs qui vont être investis dans l'armée. Ils disent même qu'ils vont construire un dôme en reprenant un dôme antimissile, en reprenant d'ailleurs la terminologie israélienne. Donc évidemment, vous imaginez coût budgétaire, etc., parce qu'il faut se défendre. D'autre part, ils vont pas se faire la guerre parce que ces deux puissances régionales, elles sont en dernière analyse soumises, toutes deux, aux volontés de la puissance impérialiste en chef, les États-Unis. Ceux-ci, ils ont bâti leur domination sur le Moyen-Orient, comme ça a été dit depuis des décennies, en s'appuyant sur différents relais régionaux, et Israël et la Turquie en font clairement partie des principaux. Pas question de laisser, on va dire, les deux lieutenants, les deux gendarmes, mettre la région à feu et à sang, alors que les États-Unis, en ce moment, ils cherchent, en tout cas, ils annoncent chercher, quitter militairement la région pour réaliser le fameux pivot vers l'Asie. Mais ça n'empêche pas Israël et la Turquie de se faire concurrence, tant que cette concurrence ne sort pas du dispositif établi par les États-Unis. Ainsi, par exemple, dans les derniers mois, on avait plutôt l'impression que les États-Unis penchaient vers l'option dessinée par la Turquie et les monarchies du Golfe à propos de la Syrie, notamment en faisant pression pour une incorporation de l'autonomie kurde, de l'administration kurde dans l'appareil d'État dirigé par HTS. Mais les États-Unis, même s'ils disent que toutes les routes mènent à Damas et qu'il ne faut pas de revendications autonomistes dans le pays, ils n'ont pas du tout empêché Israël de bombarder les troupes islamistes syriennes en juillet dernier pour protéger justement cette fameuse autonomie druze. Mais ils les ont laissés faire à condition que le conflit n'escalade pas vers une guerre totale, quand bien même ils ont dénoncé publiquement l'intervention israélienne. Il n'y aura pas non plus de guerre, d'autant plus que Israël et la Turquie restent des partenaires politiques et économiques importants. La Turquie étant par exemple responsable de l'approvisionnement énergétique d'Israël. Il y a près de 40% des besoins énergétiques de la machine de guerre israélienne en pétrole brut qui sont couverts par les hydrocarbures azerbaïdjanais qui sont directement livrés par la Turquie.
Et même si ils ont des désaccords sur la gestion au Moyen-Orient, ils sont tous les deux d'accord pour lutter contre l'influence iranienne dans la région. Et je rends la parole à Elisa. Alors voilà le dernier bout et surtout dernier point dans ce billard à trois bandes des guerres israéliennes et américaines au Moyen-Orient ces 2 dernières années. Récemment, en juin, Israël puis les États-Unis ont bombardé donc le territoire iranien. L'argument qui a été mis en avant, vous vous en rappelez, c'était celui de l'imminence de la dotation nucléaire par l'Iran. D'ailleurs, ce timing a un peu interrogé tout le monde parce que c'était exactement au même moment où s'ouvraient publiquement, parce que les négociations durent depuis longtemps, mais où s'ouvraient publiquement des négociations sur le nucléaire entre Iran et les États-Unis. Mais en réalité, ce paradoxe n'est évidemment qu'apparent parce que cette attaque israélienne, elle a forcément reçu l'aval des États-Unis et que par ailleurs, les États-Unis lui ont emboîté le pas quelques jours plus tard. De manière générale, la négociation et la guerre sont de toute façon que 2 volets d'une même stratégie impérialiste. Et en l'occurrence, s'agissant de l'Iran, on assiste des fois à des ouvertures diplomatiques et économiques des États-Unis qui sont en réalité destinées à redonner du souffle à une partie de l'opposition bourgeoise libérale iranienne qui réclame la libéralisation du régime pour pouvoir faire des affaires avec l'Occident. Et inversement, les mesures de rétorsion, comme par exemple quand les États-Unis sont sortis de l'accord nucléaire en 2018, elles viennent, alternativement conforter l'aile dure du régime dont le pouvoir économique en fait repose sur la fermeture du marché iranien et sur les sanctions internationales. Mais dans les 2 cas, c'est 2 forces politiques, donc à la fois ce qu'on appelle assez improprement les réformateurs libéraux en Iran et l'aile dure du régime adossée aux gardiens de la révolution, c'est en réalité les 2 faces d'un même régime qui ne sert les intérêts que d'une classe dominante. Un des meilleurs exemples de ça, c'est Rafsanjani, qui a été un président réformateur de l'Iran dans les années 80, qui était donc réformateur, mais qui était surtout l'homme le plus riche du pays, qu'on appelait, il est mort maintenant, mais le roi de la pistache, parce que il détenait l'essentiel de la production du pays. Il y a un autre président réformateur, un peu plus proche de nous, qui était Rouhani, qui a été donc salué par les Occidentaux pour avoir signé cet accord nucléaire en 2015. Ce président réformateur, il a quand même inauguré son 2e mandat en réprimant violemment les premières grosses révoltes que l'Iran ait connues depuis la Révolution, c'est-à-dire les révoltes contre la cherté de la vie en 2017-2018. C'est aussi sous les 2 mandats de Rouhani que le nombre d'exécutions capitales a dépassé tous les records, donc plus de 1000 dans la seule année 2015, donc où il démarrait son mandat. Alors, quel que soit le calendrier réel ou supposé de la dotation de l'arme nucléaire par l'Iran, cette attaque a été coordonnée entre Israël et les États-Unis et avant toute chose une guerre pour mettre à bas un régime qui, depuis la révolution islamique de 79, est un os dans l'ordre impérialiste que ces 2 puissances tentent de mettre en place dans la région. États-Unis et Israël ne se sont d'ailleurs jamais vraiment cachés de vouloir renverser ce régime. Alors, bon, ça n'a pas été revendiqué, évidemment, mais bon, comme beaucoup d'opérations israéliennes à l'étranger de toute façon. Mais il n'est pas du tout exclu qu'Israël soit derrière la mort de l'ancien président iranien Ebrahim Raïssi, qui, vous vous souvenez, est mort dans un accident d'hélicoptère en 2024, au point que même dans des cercles de diplomates français, on disait que le jour de l'accident, le temps était quand même très maussade en Iran, donc en référence aux services israéliens. Et quant aux États-Unis, ils ne se sont jamais vraiment cachés non plus de vouloir renverser la République islamique depuis sa fondation en 1979, et ils l'ont encore exprimé clairement en juin, en disant que si le régime iranien actuel n'est pas capable de « make Iran great again », alors pourquoi n'y aurait-il pas un changement de régime ? Make Iran great again, dans la bouche de Trump, que vous aurez reconnu, c'est revenir au temps où l'Iran était une monarchie alliée des Occidentaux. Avant la révolution de 79, donc l'Iran était d'ailleurs considéré par Israël comme son meilleur ami non musulman. Et après la Turquie, l'Iran a été le 2e État majoritairement musulman à reconnaître l'État d'Israël. Alors pourquoi cette guerre lancée maintenant contre l'Iran ? Donc plusieurs explications. Une première explication qu'on peut dire extérieure qui tient à l'environnement régional et une autre explication qui tient plutôt à ce qui se passe en Iran.
Sur le plan extérieur, pour faire un parallèle, j'espère qu'il ne sera pas trop long avec le passé de la révolution islamique, de la même manière en fait que l'Iran a été, dans les premiers temps de la révolution islamique, très isolé sur la scène régionale et internationale, ce qui a permis à Saddam Hussein de lancer sa guerre contre l'Iran, qui n'avait plus aucun allié à cette époque-là. On peut considérer qu'aujourd'hui, l'Iran est dans une position d'isolement assez similaire, qui a facilité l'attaque d'Israël et des États-Unis contre le pays. En 79, au moment où Khomeini prend le pouvoir, il commence tout de suite par s'attaquer aux États-Unis, qu'il qualifie de grand Satan. On l'a vu aussi, il kidnappe des diplomates américains pendant plus d'1 an. Il s'en prend aussi à l'URSS. D'ailleurs, l'ambassade de l'URSS a aussi, à un moment donné, été envisagée pour la prise d'otage. Il n'y avait pas que les États-Unis qui étaient envisagés à l'époque. L'URSS est-elle qualifiée de petit Satan dans la propagande officielle de la République islamique, et même aussi à la France, qui, dans les discours de la propagande islamique, fait office de mini-Satan. Alors le régime de Khomeini s'est à la fois isolé des grandes puissances impérialistes, celles dont on vient de parler, mais aussi des autres pays de la région, en proclamant représenter l'islam authentique contre l'islam américain de la dynastie des Saouds en Arabie Saoudite, et en appelant toutes les masses des pays musulmans à s'inspirer de la révolution islamique contre leurs dirigeants. Il va aussi se mettre à dos Israël, qui était donc un pays allié du régime qui l'a précédé, en imprimant donc un virage pro-palestinien à la politique iranienne. Alors symboliquement, ça s'est traduit par la donation par le régime iranien de l'ambassade d'Israël à l'autorité palestinienne, enfin à l'OLP à l'époque, pas encore d'autorité palestinienne. Mais ça ne va pas vraiment suffire à établir des relations amicales entre Arafat et l'Iran, parce que dans la guerre entre l'Iran et l'Irak, l'OLP va prendre clairement le parti de l'Irak, et les relations entre l'Iran et les organisations palestiniennes ne vont se rétablir qu'à partir des années 80, quand le Hamas et le djihad islamique vont être créés en Palestine. C'est pour donc contrer cet isolement qui s'est mis en place depuis les débuts de la révolution islamique que le régime iranien a construit ce dont Matisse a commencé à parler, l'axe de la résistance, c'est-à-dire une sorte de ceinture de protection qui passe par le soutien et le financement d'organisations politico-religieuses dans les pays là dont on a parlé. Dans la propagande du régime iranien, c'est évidemment une résistance face à Israël qui est affichée, et c'est, dans les termes, en tout cas au moins, une réponse à l'axe du mal que les États-Unis ont brandi pour conduire leur dernière guerre au Moyen-Orient. En réalité, à la fois, vu les capacités militaires réelles de ces organisations satellites, dont on pourrait discuter assez longuement de à quel point est-ce qu'elles sont liées, à quel point est-ce qu'elles répondent à l'agenda iranien, etc., les capacités militaires de ces groupes miliciens ne sont absolument pas suffisants ni pour s'attaquer à Israël ni pour s'attaquer aux États-Unis, et c'est avant tout, en fait, ce dispositif d'axe de la résistance, une sorte de force de dissuasion conventionnelle de l'Iran contre ses voisins immédiats. C'est donc, on l'a vu, au Liban, en Syrie, cet axe de la résistance qui s'est disloqué. Aussi en Irak, on n'en a pas parlé, mais en Irak, c'est plus ou moins, même si ça ne tient pas qu'à ça évidemment, mais c'est plus ou moins en 2020, avec l'assassinat de Qassem Soleimani, qui était donc le chef des gardiens de la Révolution à l'étranger, donc la force Al-Quds, qui est assassiné, qui est tué par les Américains en Irak, et qui va quand même priver localement en Irak toutes ces milices irakiennes pro-Iran d'un commandement clair au service des intérêts iraniens, et va leur laisser un peu la latitude de revenir plus à un agenda national que régional. Mais c'est aussi l'affaiblissement continu du régime à l'intérieur qui explique les assauts donnés par Israël et les États-Unis contre l'Iran. Pourquoi ? Parce que déjà, ça fait quand même plusieurs décennies, ça fait une décennie, on va dire, que le régime iranien est fortement contesté de l'intérieur. Pour revenir à nouveau un tout petit peu en arrière sur la révolution, sur la République islamique, et ce qui fait qu'aujourd'hui elle est contestée en interne, Khomeini a quand même pris le pouvoir, vous le savez, sur des discours de revanche sociale des exploités contre les puissances impérialistes, contre le valet de l'époque de ces puissances impérialistes qui était la dictature, qui était la monarchie du Shah d'Iran. Il a confisqué donc les biens de toute la monarchie, de toute la bourgeoisie
qui gravitait autour de la monarchie du Shah et qui s'était largement enrichi grâce au pétrole. Donc il nationalise une grande partie de l'économie et suscite donc des attentes assez importantes dans la population iranienne, mais sans changer grand-chose à la structuration donc, de l'économie iranienne. On change juste de classe dominante. On a, avec la révolution islamique, des nouveaux parasites qui se mettent en place, que sont les gardiens de la révolution, qui vont très clairement prendre le contrôle de toute l'économie iranienne. Aujourd'hui, dans les journaux, et depuis un moment, en Iran, les affaires de corruption, elles s'étalent au grand jour, et elles concernent en particulier donc, la gestion de ces fondations qui ont été mises en place par Khomeini au moment de la Révolution, donc la fondation des déshérités et la fondation des martyrs de la Révolution, qui ont été mises en place pour bénéficier aux pauvres du pays et dont les familles ou les bénéficiaires manifestent assez régulièrement pour dire qu'ils ne voient jamais la couleur de cet argent. Comme au Liban, les inégalités entre les riches et les pauvres sont quand même assez élevées dans le pays, en Iran, et elles n'ont surtout pas tendance à se réduire. Aujourd'hui, en Iran, même quand on est salarié, même quand on est fonctionnaire, en général, on a plus 2 ou 3 boulots en même temps. Et évidemment, ça saute aux yeux des Iraniens qu'en parallèle, le budget militaire de l'Iran, qui sert avant tout à l'entretien des gardiens de la Révolution et aux opérations extérieures des gardiens de la Révolution de l'Iran, lui, ne cesse d'augmenter. Donc c'est cette situation sociale explosive qui a fragilisé le régime de l'intérieur. J'hésite à revenir vraiment sur les mobilisations dans le détail, parce que je me dis que ça pourrait faire l'objet peut-être plutôt de la discussion. Et surtout, je pense que vous les avez quand même suivis. 2017, plutôt mouvement massif sur des questions économiques, de cherté de la vie, qui pour la première fois en fait touche assez massivement le pays, et surtout qui pour la première fois depuis la révolution islamique s'attaque frontalement au régime de Khamenei en demandant la mort du dictateur. Après ces mobilisations de 2017-2018, la situation n'est jamais vraiment revenue au calme, et on a des mobilisations périodiques qui reviennent. Donc vous avez aussi peut-être en tête encore celle de 2019, pareil, sur des revendications économiques liées à une inflation qui, à cette époque-là, est proche de 300%. Des mouvements à nouveau disparates qui réapparaissent en 2020-2021, et puis bien sûr le mouvement de 2022 qui est le plus récent et encore tout frais dans nos têtes, qui suit l'assassinat de cette jeune kurde et qui embrase tout le pays, alors à la fois sur la question des droits des femmes, mais aussi beaucoup à nouveau comme une contestation frontale du régime qui demande la chute de la République islamique et la mort de Khamenei. Alors cette guerre lancée par Israël et les États-Unis contre l'Iran, elle sert tout à la fois à mettre à bas un régime, donc pour Israël et les États-Unis, un régime qui ne rentre pas dans le rang face à l'impérialisme américain et sa filiale israélienne, mais elle sert aussi en réalité au régime iranien de paravent pour emprisonner et tuer des militants que le régime iranien qualifie aujourd'hui beaucoup d'ennemis à la solde d'Israël. Ça rappelle exactement la période de la guerre Iran-Irak, puisque c'est sous ces prétextes fallacieux d'ennemis à la solde de l'Irak à l'époque que le régime de Khomeini a enfermé et tué par milliers, voire dizaines de milliers des militants en général de gauche qui avaient d'ailleurs participé à la révolution de 79 avec lui. Depuis le début donc, de cette guerre avec Israël, c'est plus de 700 militants qui ont été emprisonnés et une vingtaine d'autres tués. Et ils viennent donc s'ajouter aux 20 000 personnes qui ont été emprisonnées pour des motifs politiques depuis 2022, donc depuis ce mouvement dont on vient de parler. C'est évidemment pas l'opposition radicale au régime iranien que l'on voit dans la rue depuis 2017 que les puissances impérialistes cherchent à favoriser. Au contraire, ces classes populaires, les États-Unis, les enfoncent dans la pauvreté en durcissant les sanctions économiques contre l'Iran. C'est plutôt une opposition bourgeoise et libérale qu'ils tentent de faire émerger. En l'occurrence, c'est le fils du dernier Shah d'Iran qui grenouille en exil dans les sphères diplomatiques occidentales depuis que sa famille donc, a dû quitter l'Iran en 1979, que beaucoup verraient bien prendre les rênes d'un nouveau régime à Téhéran, ou plutôt d'un nouvel ancien régime qui viendrait remettre l'Iran en bon terme avec Israël et les États-Unis. Aujourd'hui, des statistiques estiment que 85% des Iraniens sont opposés au régime. Et malgré à chaque élection un effort conséquent du régime pour contrer l'abstention en envoyant les gens voter, il resterait que 12 à 15 millions d'Iraniens sur 90 qui se déplacent pour voter pour le régime.
Alors à coup sûr, aujourd'hui, la dictature religieuse iranienne est affaiblie, mais est-ce qu'elle l'est vraiment au point de rentrer dans le rang face à l'impérialisme américain? Difficile de le dire pour l'instant. On n'en est plus, voilà, il n'est pas exclu que de nouveaux rounds de ce cycle guerrier qui a été lancé en 2023 par Israël arrivent à nouveau. Et ce qui est sûr, c'est que sur ces 2 ans qui viennent de se passer, on peut déjà dire que les puissances impérialistes, et donc Israël qui conduit quand même pour les impérialistes les guerres dans la région, ont probablement réussi à mettre au pas, au moins temporairement, des puissances régionales rivales. On l'a vu avec les parties précédentes. Et elles ont aussi, surtout intentionnellement, terrorisé sous les bombes les classes populaires de la région. Mais vous avez remarqué dans cette succession d'événements que si pas beaucoup de civils n'ont été épargnés dans ces pays-là, peut-être un peu plus en Iran, mais en tout cas assez peu en Palestine et au Liban, un grand soin a été pris donc, par ces puissances belligérantes de ne jamais perturber le commerce mondial. L'Iran n'a pas vraiment cherché à bloquer le détroit d'Ormuz, même si à un moment donné, elle a plus ou moins agité la menace de le faire au Parlement iranien. Elle n'a pas du tout fermé le détroit d'Ormuz. Pourquoi ? Parce que c'est un détroit par lequel transite chaque jour 1/5 de la production mondiale de pétrole et de gaz. Les enjeux économiques de la région ne se limitent pas aux énergies fossiles, même si elles constituent un point important de ces enjeux, et des rivalités pour le commerce des armes s'y jouent aussi. Il n'y a qu'à voir donc, les balais réguliers que Macron fait dans les États du Golfe pour vendre ses avions. Et les dirigeants du monde impérialiste, de Trump à Poutine, en passant par Macron, ne les perdent jamais de vue. C'est malheureusement pas encore complètement fini, mais je vais faire vite, je vais couper des trucs et puis c'est pas grave, ce sera pour la discussion. Sur un peu quand même après tout ça, quelques petites idées de perspectives à discuter, des perspectives politiques pour les peuples du Moyen-Orient et évidemment pour le peuple palestinien. Bon, je pense quand on voit tout ça, quand on entend tout ça, on a du mal à se dire que la solution elle passerait quand même uniquement pour calmer tout ça, la reconnaissance par exemple de l'État palestinien par les impérialistes, encore moins sur la direction politique du Hamas ou de l'OLP. Juste par rapport à ça, il y a 147 États aujourd'hui qui reconnaissent l'État de Palestine, dont très prochainement la France. Est-ce que ça change la situation des Palestiniens ? Absolument pas. Et puis bon, de quel État on parle ? Je veux dire, c'est l'État des accords d'Oslo, qui est avec un territoire palestinien complètement émietté, la bande de Gaza, la Cisjordanie qui est coupée en zone A, B, C, où en réalité c'est l'État israélien qui contrôle à peu près tout par le biais de ces colonies. Est-ce que c'est l'État du Fatah qui dirige aujourd'hui un embryon d'appareil d'État, qui a juste une police pour gérer en réalité la misère, ou celui du Hamas qui gère Gaza, qui était censé gérer Gaza depuis les élections de 2006 et qui l'a géré en réprimant les mobilisations sociales des Palestiniens en mars 2019 par exemple, plus récemment en 2023. Bon voilà, juste pour par rapport à ça, voilà, ces deux organisations-là, le Hamas, l'OLP, etc. Ces deux organisations bourgeoises, bon le Hamas avec l'aspect islamisme réactionnaire en plus, mais qui sont au service d'une minorité d'exploiteurs qui sont prêts à s'accommoder clairement et qui s'accommodent en réalité déjà de l'oppression de leur peuple. Pour rester juste pour l'instant sur le peuple palestinien, ces aspirations à vivre, à avoir des droits, elles sont très incompatibles avec le maintien de l'État colonial israélien, de l'État guerrier israélien dont on vient de discuter, et évidemment très incompatibles avec le maintien des frontières actuelles de la région, et des solutions, par exemple, c'est pas forcément la seule piste, mais à réfléchir et à discuter, pourrait venir aussi quand même un peu des armes de la classe ouvrière qu'on a tendance à un petit peu oublier dans tout ça, comme par exemple en mai 2021 où il y avait eu une grève pour la dignité qui avait montré des perspectives bien différentes de celles des directions nationalistes, avec une grève générale lancée par des comités populaires et des organisations de jeunesse suite à des attaques israéliennes sur Gaza et Jérusalem, qui avaient été très suivies à Gaza, en Cisjordanie, par les réfugiés des pays voisins et par des travailleurs et travailleuses palestiniennes en Israël.
Et c'est bien évidemment quand même aussi en Israël où on peut réfléchir et discuter de quelques petites idées de perspective. Il y a des voix évidemment qui sont particulièrement minoritaires, mais qui s'élèvent quand même là-bas. On a vu récemment là, tout le courant de l'été des manifestations de jeunes qui refusaient le service militaire, qui refusaient de servir dans une armée qui, pour reprendre leurs propres mots, commet un génocide. Les nombreux rassemblements de la gauche israélienne, même si elle est très minoritaire et particulièrement réformiste, mais dans lesquels on voit voilà, des photos au-delà des photos des otages, des portraits de femmes, d'enfants palestiniens tués dans les bombardements. La manifestation dont a parlé la camarade allemande hier au meeting, 300 000, 300 000, bon je sais plus, mais 300 000 manifestants. Bon voilà, c'est évidemment des petites perspectives, même si voilà, quand on regarde évidemment bon, les sondages et compagnie, la grande majorité de la population israélienne, elle soutient la politique de son gouvernement. On peut espérer quand même que de plus en plus d'Israéliens ouvrent les yeux évidemment sur la politique de leurs dirigeants, de leur État, et c'est pas impossible évidemment que demain il y ait un retournement d'une partie importante de l'opinion israélienne pour tenter de retenir le bras armé de leur État, ou tout comme en 82 par exemple, il y avait quand même eu des manifestations en Israël contre l'invasion du Liban et le refus d'obéir d'une centaine de soldats qui avaient pesé quand même aussi sur la fin du siège de Beyrouth. Bien sûr, poser le problème, évidemment, en termes de classe sociale, quand les bombes pleuvent depuis des mois et enterrent des milliers et des milliers de morts, évidemment, c'est pas forcément évident, mais en Israël, il y a des travailleurs qui sont avant tout des travailleurs, qui touchent des salaires de merde dans un pays où le coût de la vie est hyper élevé, avec évidemment une économie de guerre permanente, avec des budgets d'armement monstrueux, etc. Bref, je fais pas tout le détail. Donc même si là, ça paraît quand même assez peu probable qu'ils s'insurgent demain contre toutes ces... Enfin, très majoritairement contre toute cette politique-là, il y a bien des moments quand même où ils vont être contraints aussi de lutter contre leurs propres exploiteurs, c'est-à-dire leurs patrons israéliens, et aussi contre la politique de leur gouvernement. Et évidemment, là, ça pourrait donner, même si ça paraît voilà, pas l'actualité de demain, mais se retrouver aussi aux côtés des travailleurs arabes israéliens, des chrétiens israéliens, des Palestiniens, pour lutter en commun, même si, bon voilà, si on part de l'existant aujourd'hui, on peut pas avoir ça comme seule perspective à donner évidemment aux Palestiniens, voire à tous les peuples de la région, c'est-à-dire l'alliance avec les travailleurs de l'autre côté des murs de béton et de barbelés. Et évidemment, là on l'a vu, et c'est tout le déroulé de l'exposé, la politique guerrière d'Israël, et derrière elle, celle des États-Unis, elle touche évidemment l'ensemble de la région, et c'est bien là où évidemment on peut réfléchir et trouver aussi quelques petites perspectives à réfléchir et discuter. La lutte, pour toujours rester un peu aussi quand même avec le sujet Palestine en tête, mais la lutte des Palestiniens contre l'oppression nationale, c'est un facteur politique particulièrement important quand même contre l'ordre social impérialiste dans la région, qui a été aussi voilà, une capacité d'entraînement qui a été plusieurs fois éprouvée dans le passé, avec, on l'a dit, mais les Palestiniens présents dans un très grand nombre de pays arabes qui grossissent aussi là-bas les rangs de la classe ouvrière, et le peuple palestinien qui a été à l'avant-garde souvent de contestations. Les Kurdes aussi, dont on a parlé, qui sont aussi un peuple opprimé dans la région, mais qui ont pu aussi jouer des petits rôles. 2015, grande grève dans l'automobile en Turquie qui atteint 15 000 grévistes, qui menace d'ailleurs la production en France et en Europe. Elle est partie du Kurdistan turc. Où le mouvement aussi, je me suis perdu dans ma page, mais je vais retrouver, le mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui est quand même parti aussi en Iran du Kurdistan iranien. Et cette cause palestinienne qui a été un facteur important de mobilisation aussi au Maghreb, comme on l'a vu avec la marche mondiale pour Gaza, qui a particulièrement été, mais ça a été évoqué, réprimé par le gouvernement égyptien, parce que on l'a vu, mais tous ces États arabes ils se sont accommodés en réalité de cette présence israélienne, et cette comment dire, je me suis perdu, mais la plupart, par exemple, pour donner une idée, ils répriment aussi ça parce qu'ils savent que ça peut être, comment dire, mettre un petit bazar. La plupart des leaders révolutionnaires égyptiens de la révolution de 2011, ils venaient en réalité aussi des mouvements de solidarité avec la Palestine. Et donc tous ces gouvernements, et on l'a vu, du Maroc à la Jordanie, les États du Golfe, etc., ils ont, comme j'ai dit, et ça a été dit
tous normaliser leurs relations avec Israël. Et donc cette cause palestinienne, c'est évidemment un problème politique pour eux-mêmes, car elle marque l'écart criant qu'il y a entre la solidarité de leur peuple envers les Palestiniens et la politique réelle de leurs dirigeants, et donc peut être une question particulièrement explosive. Rappelons-nous, on l'a évoqué au long de l'exposé à 2-3 moments, mais évidemment, bon, il y a pas si longtemps, il y a une bonne décennie, les révolutions arabes de 2010 à 2012, qui ont quand même renversé nombre de dirigeants, ou plus récemment aussi les soulèvements au Liban, en Turquie, en Algérie au début de la décennie, de manière plus importante et plus récente, les mobilisations importantes en Turquie contre le pouvoir d'Erdogan, ou les grèves, même fin mai, des grèves importantes en Iran. Tout ça, ça montre aussi évidemment que quand même dans cette région, malgré les bombes, les bombardements, etc., il y a évidemment des peuples, des travailleurs qui peuvent et sont en capacité de se révolter. Parce que évidemment, les mêmes conditions d'exploitation et d'oppression, elles suscitent la colère des classes populaires partout évidemment dans le monde, et en particulier dans cette poudrière qui est le Moyen-Orient et aussi l'Afrique du Nord, où la population est particulièrement attentive par ailleurs, comme j'ai dit, à la situation du peuple palestinien. Les classes populaires du monde entier, elles ont comme ennemi commun les classes possédantes du monde entier, évidemment aussi de leur propre pays, ces classes possédantes qui mettent le monde à feu et à sang pour défendre leur système capitaliste, pour défendre leur ordre impérialiste dans la région. Et donc un peu comme en Tunisie ou en Égypte récemment, les régimes ils craignent des nouveaux Irak, des nouveaux printemps arabes qui cette fois iraient jusqu'au bout, qui les feraient tomber, et en les faisant tomber pourraient aussi permettre de faire régner la solidarité entre les travailleurs par-delà les frontières. Et donc évidemment la place d'Israël dans tout ça étant liée pleinement au maintien de l'ordre de l'ordre impérialiste, tout soulèvement social dans la région pourrait évidemment permettre de rebattre un peu les cartes, d'affaiblir bien sûr Israël et la domination impérialiste. Alors ça, évidemment, pour nous, ça pose des discussions sur le manque évidemment criant de militants révolutionnaires dans la région, le manque encore plus criant que nous on peut avoir de liens, même si on essaye de les renforcer, de les construire, de les développer, mais de liens évidemment avec des militants dans la région. Et un dernier mot, évidemment, dans tout ça, le rôle de notre propre impérialisme, et donc le mouvement international de solidarité avec le peuple palestinien, de lutte contre la politique guerrière de l'État Israël, il faut évidemment le garder comme une perspective un peu concrète, chercher à le renforcer, en dénonçant évidemment notre propre impérialisme, les impasses institutionnelles qui détournent ces luttes, et un jour en finir pour de bon avec la barbarie permanente qu'engendre le système capitaliste dans le monde.